une grande catastrophe. Donc, l'Algérie tire des enseignements donc, des catastrophes depuis le séisme de 80 à Chlef, et donc jusqu'au séisme de Boumerdès, l'inondation de Bab el-Oued. Donc chaque fois, il y a tentative d'amélioration et il y a d'apport. Donc on essaie de mettre en place une organisation qui limite les dégâts de la catastrophe. Et en ce qui concerne donc ce que vous avez donné comme exemple et toutes ces questions que vous avez posées, certaines questions existent déjà, ont une réponse déjà dans ce plan-là. Donc c'est juste pour donner un petit éclaircissement. Donc il y a 14 modules définis dans ce plan qui peuvent intervenir donc dans le cadre toujours de ce plan. Et il y a le recensement de 10 aléas, donc les risques qui peuvent survenir dans notre territoire. Et pour les enseignements, en ce qui concerne la protection civile, nous sommes en phase de mettre en place une organisation top. Pourquoi? Parce qu'on a tiré des enseignements des catastrophes précédentes. Actuellement, nous travaillons sur... nous avons remarqué que durant les catastrophes, il y a une anarchie qui s'installe. Il y a une anarchie, il y a un manque de moyens, il y a un manque de coordination. Et actuellement, nous avons mis en place, ça existe déjà, des détachements de renfort, ce qu'on appelle des détachements de renfort. Ces détachements de renfort existent dans 48 wilayas. Donc, si jamais, il y a une catastrophe dans n'importe quel coin dans le pays, donc il y a 48 détachements qui vont se déplacer dans un temps record et autonome. Donc, à souligner que ces détachements sont autonomes. Donc, ils sont autonomes en moyen d'intervention et en moyen de prise en charge. C'est-à-dire ils se prennent en charge eux-mêmes. Et nous travaillons aussi sur la spécialisation. Donc ces équipes auront des équipes spécialisées, par exemple dans le sauvetage des blêments, dans les feux de forêt, dans les inondations. Et on a testé ces plans-là dans les inondations de Ghardaïa, si vous vous souvenez, en 2008. Donc on a testé et actuellement, on fait des exercices de simulation donc des exercices nationaux, pardon. Alors, on met en place donc un thème, on choisit un thème et on fait déplacer ces groupes d'intervention et on a de bons résultats. Et Inch'Allah, on va essayer d'améliorer encore davantage. Ça, c'est pour donner un petit éclaircissement. Et donc, tout ce qui est organisation, il y a une organisation, certes, il y a un manque donc un petit peu, il faut qu'il y ait plus d'ordre, plus de choses à mettre en place. Donc, réellement, il y a un chantier devant nous. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais bien que j'ignore pas qu'il y a un plan C composé de 14 modules. D'ailleurs, j'ai même essayé d'étaler cette intervention et d'essayer de toucher les 14 modules. Je l'ai lu de A à Z avant de faire cette intervention, c'est-à-dire le plan C, je sais qu'il est. C'est-à-dire, nous, cette intervention, c'est surtout dans le cadre de la sensibilisation. Il y a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui sont dans le plan C qu'ils ne savent pas. Probablement. Peut-être ils ne savent pas. Il y a un responsable du module, il y a des suppléants. Je pense 3 ou 4 suppléants. Peut-être le responsable du module, c'est ce qu'il doit faire. Est-ce que les suppléants le savent aussi? C'est-à-dire, c'est dans cette optique que s'inscrit c'est pour vulgariser. C'est-à-dire, certes, il y a un plan Orsec, mais est-ce que la population sait de quoi il s'agit? Parce que, non, quand on parle de secourisme,
ce n'est pas uniquement les services concernés qui doivent le savoir. C'est également les secourus. Ils doivent également savoir qu'il y a un système, ils doivent être en quelque sorte en confiance, qu'ils sont entre de bonnes mains. Il y a une planification, il y a tout un système qui planifie, qui prend en charge, qui va les prendre en charge en cas de catastrophe. Merci. Bon, alors, je vais me lever. Alors, concernant votre exposé, bon, je sais bien que vous allez, c'est un peu le plan hors sec que vous avez étalé, mais bon, la première question, vous venez de répondre il y a un instant. Ma deuxième question, c'est que nous, généralement, dans tous les domaines, quand on fait des planifications, d'accord ? On identifie les acteurs et on en reste dans notre bulle à planifier. Moi, ce que vous avez exposé, c'est que les intervenants, cette planification doit intégrer plusieurs acteurs, allant des directeurs d'administration, d'exécutifs, jusqu'aux associations. Ça, c'est bien. Mais ça doit être chapeauté par un organisme. Un organisme qui doit être indépendant, où sa mission première, c'est de planifier, rien que planifier et d'évaluer. Comme vous l'avez dit, il faudrait un ancrage juridique. Puisqu'on vous dit qu'il faut savoir qu'on doit identifier tous les puits. Oui, mais il faudrait avoir la force de la loi d'aller l'utiliser. Si l'agriculteur vous dit non, vous n'allez pas utiliser, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que c'était la deuxième diapo de mon intervention, un cadre juridique. Exactement. Il faudrait qu'il y ait un cadre juridique. C'est fini le temps avec la gendarmerie va vers une personne, lui dit allez, votre récolte, oui, quand on dit qu'il faudrait évaluer les capacités alimentaires d'une wilaya, c'est-à-dire qu'il faut recenser les producteurs et avoir les moyens de réquisitionner cette production. Il faudrait avoir des tests juridiques pour le dédommager. Oui, si c'est un Samaritain, s'il le veut. S'il ne le veut pas, il faudrait le payer. Pour rester dans un cadre, dans un pays, un cadre juridique et un pays d'égalité. C'est beaucoup plus à ça. Nous, généralement, quand on planifie tout seul. Et je tiens à attirer l'attention que ça ne doit pas être la protection civile qui va faire ça, ou le Croissant Rouge algérien de son côté, ou les chercheurs. Non, ça doit être un organisme avec un directeur, des collaborateurs. Et généralement, ça va être des laboratoires. Et leur tâche première, ça va être ça. Les autres, ils vont intervenir en apportant leur expérience, leurs remarques, leurs contributions. C'est beaucoup plus dans ça. Nous, on ne sait pas, parce que quand la protection civile elle travaille, c'est des fonctionnaires. Comme moi, je suis un fonctionnaire, je donne tout ce que j'ai, mais est-ce que c'est productif? C'est dans ce sens. Bon, c'est une remarque, beaucoup plus que. Monsieur, s'il vous plaît, la dernière fois, vous avez. Bon, enfin, la première question, vous avez comment on doit faire une alerte. C'est-à-dire, quand on s'agit d'un problème, comment on doit faire l'alerte? C'est une question très importante. Comment et c'est qui va le faire l'alerte? À mon avis, c'est le réseau téléphonique, parce que chacun de nous il a un portable ou bien deux, trois puissants, s'il faut. Donc, c'est la solution, c'est le réseau téléphonique pour déclarer un problème, donc faire l'alerte. Ou bien, enfin, sinon, sinon, quel cabine, chacun nous, chaque maison, il y a une plaque, Dieu protège notre maison. Donc, en Algérie, que Dieu qui protège notre maison, c'est pas d'autre chose. Et je m'excuse, monsieur. Bonjour. Tout d'abord, je suis psychologue clinicien de la direction de l'action sociale et chargé de à la gestion des mouvements associatifs et des opérations de solidarité. Je viens tout d'abord de remercier Croissant Rouge pour la réussite de cette journée. Tout d'abord, ce n'est pas un genre de question, mais juste pour vous rappeler, monsieur, que vous avez parlé sur les différents secteurs qui organisent la gestion des catastrophes, mais vous avez oublié la place majeure de secteur de la solidarité nationale. Et merci. On prend une dernière question, si vous voulez, ou une remarque. Juste sur remarque. Oui, merci.
Donc, s'il n'y a plus une dernière question. Donc. C'est parmi les choses évidentes. Pas oubliées, pas omises, mais c'est des choses triviales, évidentes. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout de cette journée. Oui. Enfin, salam alaikum. Enfin, la wilaya de Béjaïa, qui n'a pas de enfin, les régions montagneuses. Est-ce que pendant l'hiver, on peut considérer ça c'est une catastrophe naturelle ou non? Parce qu'il y a des gens, des fois, il y a des communes bloquées pendant 8 jours sans aucune ressource, ni l'électricité, ni eau, ni ravitaillement. Je pense qu'il faut faire la différence entre une situation d'urgence et une catastrophe. Je pense ça, on peut dire que c'est... Non, comment on va la classer? Je pense que c'est une situation d'urgence. D'urgence. Parce que la catastrophe, il y a plusieurs définitions, mais la plus admise, c'est celle des Nations Unies. Une catastrophe, c'est tout événement qui produit un certain nombre de victimes. C'est-à-dire ils ont un seuil de tant de victimes. Au-delà de tant de victimes, ils la considèrent comme catastrophe. Enfin, donc moi, je ne sais pas comment la qualifier, mais moi, personnellement, je vais la qualifier de situation d'urgence parce que c'est une situation, si elle n'est pas prise rapidement en compte, elle peut se dégénérer et devenir réellement une catastrophe. Aussi une question pour la protection civile, salam alaikum. Est-ce que la protection civile elle est présente sur le territoire de la wilaya complète? Parce qu'il y a des régions où il y a l'absence de la protection civile. Bon, pour l'implantation des unités d'intervention de la protection civile, pour le découpage administratif, donc nous avons 19 daïras. Donc on avait un manque de 7 unités, donc 7 daïras n'étaient pas couvertes. Mais ces daïras, donc ils sont affectés à un secteur d'intervention, c'est-à-dire ils sont couvertes en matière d'intervention, mais ils n'ont pas de structure de la protection civile. Mais tout le territoire de la wilaya est couvert en termes d'intervention. Donc c'est des secteurs de Kharata à Tazmelt à Bnixila. Donc tout le secteur tout le territoire de la wilaya est couvert. Je vous remercie. Donc sans trop m'étaler là-dessus, il y a donc des projets d'implantation de nouvelles unités. Je peux citer à titre d'exemple Cheminée, le futur projet Bni Maouch, Tizine Berber, ainsi de suite. Donc il y a, au fur et à mesure, on essaie de lancer de nouveaux projets pour être plus près encore du citoyen. Merci. Merci, capitaine. Donc, je vous rappelle que demain également, c'est la deuxième journée. Il y aura 3 communications très importantes. J'espère vous voir nombreux. Donc, j'espère voir également présents les représentants de différentes directions pour qu'on puisse installer les 2 ateliers de réflexion à partir de 9h. Donc, je passe la parole à M. Bouzid pour clôturer cette première journée. Merci. Merci, docteur. Donc, nous arrivons au terme de notre première journée. Demain, Inch'Allah, ce sera une autre journée, comme l'a dit notre ami docteur Amir. Je remercie docteur Laurent Monté pour sa disponibilité et pour sa précieuse communication intéressante dont on a bénéficié. Je remercie également docteur Amir
pour sa contribution et son organisation pour ces journées avec le Croissant Rouge algérien. Je remercie le commandant Choufi de la protection civile. Je remercie également la gendarmerie nationale et les différents organismes qui étaient ce matin-là présents avec nous. Je remercie les membres de la Commission nationale du Croissant Rouge algérien, à leur tête, M. Dirmi. Je le félicite vivement. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, Atikum Saha, merci. Je vous invite à une petite collation là dehors tout de suite.